Mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard. Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Catherine. Quel est le thème de notre émission aujourd'hui ? Le rire. Et son interprétation dans la théorie de René Girard, je présume. Exactement. Nous aimons tous rire. Cependant, lorsque nous nous intéressons au rire d'un point de vue philosophique ou anthropologique, l'inquiétude nous saisit. Platon juge le rire indigne et le bannit de sa république idéale. Aristote le trouve laid. Pour Thomas Hobbes, c'est un mouvement de vanité et de mépris. Descartes convient que le rire est une expression de joie, mais reste réservé, car la moquerie est teintée de haine. La tradition chrétienne ne nous réconfortera pas davantage. Souvenons-nous du nom de la rose, et des comédiens enterrés de nuit, Molière en tête. On ne trouve qu'un cas isolé, c'est Spinoza, qui écrit « Le rire est le signe d'une puissance de l'âme et de son épanouissement. Bravo Baruch !» Et le siècle des Lumières. Les Lumières ne lui apportent qu'un faible secours. Voltaire donne certes une définition sympathique du rire, mais la pratique qu'il en fait est acerbe, sinon cruelle. C'est une arme, le ridicule tue. Kant tourne autour du pot. Il décortique le mécanisme du rire. Pour lui, le rire est le soudain anéantissement d'une attente. Et il se range finalement à une position néo-cartésienne. Le rire est à consommer avec modération. Au siècle suivant, le 19e, le dossier s'assombrit encore. Stendhal dénonce la tristesse de son époque. Le comique est pour Baudelaire un signe satanique. Nous nous disons, il ne manquerait plus que Schopenhauer s'occupe du sujet. Et justement, il s'en est occupé. Voilà ce que ça donne. Le rire est une subsomption. Un point, c'est tout. Le nom officiel de cette conception est la théorie de l'incongruité. C'est Herbert Spencer qui nous l'explique. L'âme, occupée à de grandes choses, se retrouve soudain face à des petites. Traduction moins fleurie, le rire nous mène à la bassesse et à la grossièreté. Nietzsche fait du rire l'apanage des dieux et des surhommes. Tant mieux pour eux. Que nous reste-t-il à faire ? Consulter Freud ? Pour lui, le rire est un défoulement et une régression. Y a-t-il un dernier espoir avec Bergson, peut-être, le philosophe de l'élan vital ? Bergson considère que le rire est provoqué par du mécanique plaqué sur du vivant. Autrement dit, ce qui nous réjouirait, c'est le spectacle de la perte d'humanité. À lire les philosophes, le rire nous reste en travers du gosier. Et nous ne sommes que honte et confusion si nous nous y sommes abandonnés. Reste alors la théorie mimétique, la théorie de Girard. Peut-elle nous secourir ? C'est possible, mais ce n'est pas gagné d'avance. Tu te remémores sans doute quelques titres des ouvrages de René Girard. La violence et le sacré. Je vois Satan tomber comme l'éclair. Sanglantes origines. La route antique des hommes pervers. Celui par qui le scandale arrive. Achever Clausewitz, avec un champignon nucléaire en page de couverture, histoire que le lecteur ne s'égare pas dans une interprétation folâtre. Avec des titres pareils, nous sentons confusément que nos muscles zygomatiques ne sont pas menacés de courbatures. D'ailleurs, René Girard n'a pas abordé directement le sujet du rire, sauf un bref essai compilé dans La voix méconnue du réel, un essai plutôt périphérique dans sa production. Mais alors, se trouve-t-il un lien entre le rire et la théorie de Girard ? Oui, mais il faut creuser un peu pour l'apercevoir. Tout d'abord, le rire est contagieux, il se propage. Difficile de ne pas rire quand nos voisins s'esclaffent. Le rire est donc essentiellement mimétique. Parmi les déclencheurs du rire, nous avons l'imitation, la parodie, la caricature, et ce sont des expressions du mimétisme. Mimétisme encore avec le comique de répétition, qui est une forme d'imitation dans le temps. Dans le système Girard, la naissance du désir est schématisée par un triangle. Ces trois sommets sont le médiateur, le sujet et l'objet.
Le désir apparaît chez le sujet parce que le médiateur lui désigne l'objet à désirer. Or, le schéma du rire est aussi un triangle. Le rieur, l'objet risible, est celui qui désigne l'objet risible. Les figures classiques de celui qui désigne l'objet risible sont bien connues. Le raconteur d'histoires drôles, le clown blanc, l'humoriste, le blagueur. Ce peut être simplement votre voisin qui se met à rire et déclenche par là le vôtre. Le triangle mimétique peut engendrer la rivalité entre le médiateur et le sujet appelé à désirer. Et de la même façon, les joutes entre gens d'esprit sont une rivalité. C'est à celui qui mettra les rieurs de son côté, qui ridiculisera son adversaire, qui sera, en quelque sorte, son bourreau. Son bourreau ? Tiens, le rire aurait-il à voir avec l'autre pôle de la pensée gérardienne, le sacrifice du bouc émissaire ? Dans la théorie mimétique, la contagion des rivalités mimétiques engendre les crises de la communauté. Ces rivalités font que tout le monde ressemble à tout le monde. L'indifférenciation règne. Les hiérarchies se dissolvent. Girard reprend à Shakespeare la formule de la crise du degré, le terme anglais ayant une signification plus large que le terme français de hiérarchie, trop spécialisé. La connotation recherchée serait plutôt l'ordre du monde. Or, précisément, le rire se joue des hiérarchies, et même les renverse. Le fou devient roi l'espace d'un instant. Les sociétés archaïques surmontent la crise par le sacrifice d'un bouc émissaire, le plus souvent un infirme, Édipe le boiteux, un marginal, des jumeaux. Au Moyen-Âge, pour égayer le chaland, les foires exposent des estropiés, des nains et autres femmes à barbe. Troublante similitude avec les critères de choix des boucs émissaires. Et dans les sociétés modernes, le sacrifice reste présent, sous une forme atténuée, la fête. Roger Caillois l'a écrit bien avant Girard. Et la fête peut-elle se passer du rire ? Le rire soulage, procure du bien-être, il engendre un moment de communion au sein du groupe. Tout comme la paix retrouvée après le lynchage du bouc émissaire. Exactement. Et le rire, tout comme le bouc émissaire, possède cet étrange statut d'apparaître à la fois maléfique et bénéfique. Les avis de nos philosophes en témoignent. Accomplissement de l'âme pour Spinoza, signe démoniaque pour Baudelaire. Je suis sans hostilité particulière à l'égard des coïncidences, mais là ça fait beaucoup d'indices de convergence entre rire et théorie mimétique. D'accord pour les indices, mais comment tout cela s'articule-t-il ? Je trouve le lien encore insaisissable. La théorie de Girard est une anthropologie. Nous sommes légitimes à lui demander de rendre compte du phénomène éminemment humain qu'est le rire. Il serait même heureux que la théorie mimétique explique pourquoi les philosophes en ont eu des visions si différentes et souvent défavorables, à rebours de l'intuition courante. Ce programme de travail excède quelque peu les dimensions de notre humble émission. Je te propose cependant une petite étude de cas pour clarifier la question. Examinons l'un des principaux détonateurs du rire. Prenons un personnage affichant une prétention au contrôle. C'est une expression de Bergson. Il est brusquement victime d'une occurrence des plus terre-à-terre. C'est par exemple le pontife qui glisse sur une peau de banane, le dandy pris par un hoquet, le bobo dont la trottinette percute un abribus, etc. Comme dirait Schopenhauer, il y a subsomption. Le triangle mimétique se dessine aisément, c'est un classique. La personne prétendant au contrôle est à la fois le médiateur et l'objet désirable, puisqu'elle se propose elle-même comme modèle. Le sujet à qui s'adresse le médiateur est le spectateur, ce quidam quelconque présent à l'instant des faits. L'incident survient. Voici notre triangle comique. Le rieur est le spectateur, la victime est le personnage se proposant comme exemple, et le raconteur d'histoire est la victime elle-même. Par son attitude initiale, elle a attiré l'attention sur elle. Elle cherchait à déclencher le désir mimétique du spectateur, son admiration. Et le rire de celui-ci est le signe que cette prétention est démasquée. Quel enseignement tires-tu de cela ? Appuyons-nous
sur l'une des révélations majeures de René Girard, la circularité du désir. Sujet désirant, médiateur, objet du désir ne sont pas des identités fixes, ce sont des rôles qui tournent entre les individus engagés dans le triangle mimétique. Et ignorer ou refuser cette circularité, c'est très précisément méconnaître son propre désir. Cette même leçon peut s'appliquer au triangle comique. Les rôles y circulent tout autant. La prétention au contrôle est pour notre personnage un moyen d'affirmer sa supériorité sur les autres. Mépris que les autres vont lui rendre en riant de sa mésaventure. Et voilà maintenant les rieurs à leur tour dans le rôle de celui qui se sent supérieur, et donc en grand danger de croire ce statut définitif. Sauf s'ils se souviennent de la circularité du triangle. Le plus minime des incidents peut également les atteindre. Comprendre la circularité dans le triangle comique, c'est accepter d'être soi-même risible. Et c'est l'humour, tout simplement, le viatique souverain contre la vanité et contre l'esprit de domination. Et grâce à l'humour, notre rire est débarrassé de la haine, du mépris ou de la cruauté. Hobbes, Kant, Baudelaire et consorts peuvent désormais éclater de rire en toute bonne conscience. Ils peuvent aussi remercier René Girard. Mais lui-même n'a pas explicité tout cela. C'est ce qui est le plus amusant. Girard aura par sa théorie sorti le rire du dédain que lui vouaient presque tous les philosophes, mais il l'a fait sans s'en rendre compte. J'espère que cette émission aura amusé nos éditeurs. Merci en tout cas de leur écoute. Au revoir Jean-Louis. Au revoir Catherine.